Alors, bienvenue à tous et à toutes, Kwekakina. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui dans le séminaire ANT 6040 et également pour la classe ouverte du Sierra, Paul Wattez. Alors, un petit rappel juste avant de présenter Paul. Le Sierra est donc le Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones. C'est un centre de recherche qui a tout d'abord été créé à l'Université Laval et qui a des différents pôles. Et donc, c'est en direct du pôle de Montréal qu'aujourd'hui, nous proposons cette classe ouverte à partir donc d'un séminaire de maîtrise de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'accueillir un conférencier dans un cadre particulier sur Zoom. Et pour limiter donc les intrusions d'indésirables, cette réunion est diffusée en Facebook Live pour ceux qui désirent le regarder comme ça. Pour les autres, vos caméras et vos micros ont été coupés automatiquement quand vous êtes entrés et quand nous avons admis pour que vous ne soyez pas, qu'il n'y ait pas de problème de piratage. Donc, nos administrateurs veillent pour que tout puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Alors, j'ai le plaisir donc de vous présenter Paul Wattez, qui est tout fraîchement diplômé de doctorat, puisqu'il a soutenu sa thèse en décembre 2020. Brillamment d'ailleurs, faut-il le dire, et j'ai donc eu envie de lui redonner la parole, puisque sa soutenance en plus avait une diffusion limitée. Les soutenances sur Zoom sont diffusées à un public très restreint. Et donc, j'ai demandé à Paul de venir nous présenter son travail sur les conceptions du patrimoine chez les Iouches, cris du Québec, et qui va un peu nous parler probablement d'ailleurs, mais on va découvrir, parce que sa thèse est évidemment touffue et dense, et dès qu'elle sera disponible sur Papyrus, je vous encouragerai à aller la lire, elle se lit très bien. Et donc, des conceptions du patrimoine qui vont peut-être un peu différer de ce que vous avez l'habitude d'entendre, surtout si vous êtes intéressé par la muséologie, puisque Paul a opté pour une autre approche et plutôt pour essayer de comprendre l'approche des Iouches. Donc, tout de suite, Paul, je te laisse la parole. Tu as la parole pour 40-45 minutes. Après ça, on fera une pause et après, vous serez les bienvenus pour poser des questions. On vous donnera la possibilité d'écrire dans le chat et on relaiera les questions à Paul. Alors, bienvenue, Paul. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Bonjour à tout le monde. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de vous connecter sur Zoom pour écouter donc, la présentation que je vais donner. Je vais partager mon écran avec un PowerPoint que j'ai préparé. Je pense qu'il s'affiche. Eric, tu peux me confirmer? Je pense que oui. Hein? Moi, bon. Je le vois en tout cas. Ok, parfait. Je vais vérifier. Par contre, c'est un grand écran? Oui. Non, oui, je ne sais pas en fait. On voit les barres là. On voit les bandes en haut et en bas. C'est parce que... Ok, c'est bon. Donc, Wachia, bonjour. Hi. Permettez-moi tout d'abord de reprendre les termes de la reconnaissance territoriale du Centre de recherche du Sierra de Montréal, dont j'ai été membre donc, jusque très récemment, pour souligner le fait que les terres et les eaux sur lesquelles je me trouve aujourd'hui font partie d'un territoire ancestral qui est depuis longtemps un lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka. J'honore, respecte et reconnais que ces nations n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les eaux et les terres à partir desquelles donc, je vous présente cette conférence qui présente les principaux résultats de ma recherche de doctorat, et donc qui s'intitule « Les conceptions du patrimoine chez les Iouches ». For the English-speaking people, I'd like to specify that although my presentation will be in French, I will address any comments or questions you may have in English after the presentation. Also, I'd like to greet the Iouch who are attending this presentation today. And I'd like to greet the Inuch who share their knowledge and experiences with me as an anthropologist and as a person in the course of my research.
Donc, la problématique de mes recherches de doctorat a été finalement de répondre à la question quels sont les rapports que les Ayouch entretiennent avec le concept de patrimoine et le processus de patrimonialisation de leur culture. Et en deuxième partie aussi, quels sont les effets de ces rapports, quels, quels sont les effets que ces rapports engendrent entre les Ayouch. Donc, c'est à partir de la préoccupation finalement de la transmission intergénérationnelle des savoirs locaux que m'ont partagé mes interlocuteurs Inouch de Waswanipi en 2008 et en 2009 lors de séjours de recherche, d'enquête de recherche pour des maîtrises de recherche en géographie la première et en anthropologie sociale et culturelle la deuxième, que finalement mon projet de recherche de doctorat a germé et s'est formalisé autour de la problématique du patrimoine. Donc, mon doctorat avait plusieurs objectifs. Donc, le premier était de produire une étude intraculturelle des relations et des effets engendrés par la mise en patrimoine de la culture EU par eux-mêmes. Donc, par intraculturel, j'entends au sein d'une seule et même culture, au sein d'un seul groupe culturel et non pas dans une démarche interculturelle comme c'est la très grande majorité des cas lorsqu'il s'agit d'études patrimoniales. On étudie deux groupes au sein desquels les relations au patrimoine peuvent être différentes. Là, moi, je voulais avoir une approche majoritairement intraculturelle, donc au sein d'un seul et même groupe culturel, à savoir donc, les Ayouch, les Cris du Québec. Donc, il s'agit vraiment d'étudier ce que peut être le patrimoine et la patrimonialisation pour les Ayouch, et non pas non plus de donner une définition du patrimoine EU. Ça, c'est aussi une position très importante qui a été un des points de départ de la recherche et un objectif à poursuivre tout au long de la recherche. Donc, ne pas chercher à définir le patrimoine EU. Le deuxième objectif a été, et qui répond un peu au premier, c'était de partir du concept d'Iyuitun, un concept en langue Iyuimun, en cri, qui signifie donc la manière Iyu de faire. Donc, qui est à l'heure. Je suis parti de ce concept-là, à la fois parce que c'était un objet de la définition, par exemple, des conceptions locales différentes entre les Ayouch, et aussi il est l'objet d'une définition officielle produite par le gouvernement de la nation Cri, donc à l'échelle gouvernementale et politique des Ayouch. Cette définition a été produite donc par le gouvernement en 2008 lors de la consultation publique faite par le gouvernement du Québec sur le projet de réforme de la loi sur les biens culturels de 1972 et qui a abouti à la loi sur le patrimoine culturel qui date donc de 2012. Donc c'est dans ce cadre-là finalement que les Ayouch, comme beaucoup d'autres regroupements associatifs ou municipalités ont produit des mémoires pour exprimer ce qu'est le patrimoine pour eux. Donc les Ayouch ont fait cet effort-là de produire un mémoire sur ce que le patrimoine pouvait bien signifier pour eux. Et donc c'est dans ce document-là que ce concept d'Iyuitun a été présenté. Le troisième objectif, ça a été aussi d'examiner donc les dynamiques liées au savoir et aux pratiques, et notamment des dynamiques d'inclusion et d'exclusion de ces savoirs et pratiques, à la fois donc, entre la définition officielle d'Iyuitun et les conceptions locales d'Iyuitun, mais aussi entre ces différentes conceptions locales. Parce que, évidemment, Iyuitun, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une communauté au sein de laquelle j'ai fait ma recherche, donc qui est Waswanipi en l'occurrence, je me rappelle très bien qu'une de mes premières interlocutrices me dit, quand je lui disais que je faisais des recherches sur la définition d'Iyuitun, elle me dit, mais à chaque fois que tu en parleras à quelqu'un, chaque personne aura une définition différente. Donc, il y a vraiment une pluralité aussi de conception au sein d'une même communauté de ce que peut bien vouloir signifier le concept d'Iyuitun.
Et l'autre dynamique principale qui est ressortie de mes recherches, ça a été des formes d'homogénéisation et de particularisation de ces avoirs et pratiques. Donc, je vais revenir en détail au fur et à mesure de ma présentation sur des exemples concrets de ces différentes dynamiques. Donc, justement, le plan aujourd'hui de la conférence, donc je vais vous présenter les résultats de recherche de ma thèse selon les 3 parties qui la composent, donc à la fois le cadre théorique, conceptuel et méthodologique. La deuxième partie qui a consisté donc à analyser et définir le processus d'autopatrimonialisation et aussi de revoir le concept d'auto-histoire, auto-histoire autochtone tel qu'il avait été proposé dans la littérature scientifique, et aussi donc les différentes activités et savoirs autour de la transmission et la transformation des savoirs IUCH. Donc là, je parle principalement des savoirs liés à la chasse et des savoirs rituels, en particulier un qui est Quabshkigan, qui est donc en français la tente tremblante ou en anglais la shaking tent. Je terminerai aussi donc, en vous présentant donc, les conclusions de mes recherches et aussi les contributions de ma thèse à la recherche et aussi d'un point de vue théorique, méthodologique, principalement. Donc, mon projet de recherche s'est ancré dans le cadre de mes relations avec les IUCH et moi-même, les relations que nous avons pu élaborer entre nous. Donc, les IUCH vivent sur le territoire qui se nomme Iuiski. Donc, mon enquête ethnographique s'est déroulée dans la communauté la plus au sud du territoire, qui est Waswanipi, que j'ai encerclé en bas de l'écran. Waswanipi est donc une des 10 communautés IUCH, pardon. Officiellement, le gouvernement du Québec et du Canada en reconnaissent 9, mais le gouvernement de la nation Cree en reconnaît une 10e qui est Washasipi. Donc, on parle des IUCH et des Inuits pour remplacer les termes Cree en français ou Crees en anglais, qui sont une contraction Cree ou Crees, c'est une contraction du mot Ojibwe Kiristinon, qui désignait en fait les habitants de la baie James au XVIIe siècle et qui a été repris par la suite par les Français et les Britanniques. Donc, la question des ethnonymes est une question très importante dans les recherches anthropologiques et ethnologiques actuellement. Et donc, moi, j'ai fait le choix d'utiliser le terme vernaculaire avec lesquels les gens avec qui j'ai travaillé se nomment la plupart du temps. Ce qui n'empêche pas non plus, souvent quand ils s'adressaient à moi, ou quand ils continuent de s'adresser à moi, le terme Cree peut faire l'objet d'usages encore quand même relativement fréquents et importants, mais aussi peut être aussi contesté et condamné par les IUCH. Donc, IUCH ou Inuch. Inuch, avec le N, c'est le dialecte de l'intérieur des terres, donc qui concerne 4 des communautés, donc Nemaska, Mistissini, Ujebuguma, pardon, et Waswanipi. Donc, quand je parlerai des gens de Waswanipi, j'emploierai plutôt davantage l'ethonyme Inuch, alors que IUCH, c'est le reste, c'est l'ethonyme qui correspond à l'ensemble des autres communautés et qui rassemble finalement la population majoritaire. Donc, c'est le terme qui peut être utilisé pour désigner l'ensemble finalement des IUCH. Donc, c'est une précision importante à faire. Et donc, ce territoire d'Iuiski est aussi connu sous le nom de baie James ou de Jamésie. Alors, le territoire s'organise par communauté finalement en système de territoires de chasse familiaux. Donc, chaque communauté a son propre système de territoire de chasse familiaux et donc au sein duquel
plusieurs familles ont un territoire de chasse attitré. Donc, ce sont en anglais, on parle de hunting ground ou de trapline aussi aujourd'hui. Et chaque territoire de chasse familiale est sous la responsabilité d'un Endo Uchimao, qui est donc la personne qui est chargée de veiller à la bonne gestion, on va dire, de l'ensemble des ressources sur le territoire. Et donc, aujourd'hui, on parle autant de la chasse, de la pêche, de n'importe quelle forme de prélèvement animalier lié donc à la chasse, à la pêche, mais aussi à la cueillette, mais aussi de toute la gestion qui concerne l'exploitation qu'il peut y avoir, l'exploitation industrielle qu'il peut y avoir sur les territoires. Donc, c'est eux qui sont à l'avant des négociations quand leurs territoires sont l'objet de développement industriel. Donc, à Yoshi, on parle évidemment d'hydroélectricité, on parle de développement minier et de développement forestier. À Waswanipi, le développement principal d'ailleurs, c'est la foresterie qui a concerné plus de 90% du territoire de la communauté de Waswanipi, donc de l'ensemble des territoires de chasse familiaux, qui en compte 22 aujourd'hui. Donc là, je vous ai mis une carte aussi qui présente la partie la plus au sud du territoire, il en manque un petit peu, du système territorial de territoires de chasse familiaux à Waswanipi. Donc, Waswanipi, c'est le territoire où j'ai effectué mes recherches de maîtrise aussi, de doctorat. Donc, ça fait 12 ans que je travaille au sein de cette communauté qui a la gentillesse de m'accueillir à chaque fois avec beaucoup de bienveillance. Et donc, j'en profite encore une fois pour remercier toutes les personnes à Waswanipi qui ont participé directement ou indirectement à cette recherche. Je vous ai mis aussi une photo de la communauté, une photo aérienne prise par un ami de la communauté féru de technologie. Et c'est une photo prise par drone. On voit l'étendue un peu de la communauté, qui est donc à la confluence des rivières, de 3 rivières, et de l'autoroute aussi 113 qui va de Chibougamau à Val-d'Or. Et donc les rivières, vous avez la rivière Chibougamau en haut à gauche, au centre en haut, c'est la rivière Opawika, et la rivière en haut à droite, c'est la rivière Waswanipi. Donc il y a à peu près 2000 personnes qui vivent sur la communauté, principalement donc des Cris, mais aussi beaucoup d'allochtones qui vivent de manière permanente sur la communauté, principalement donc pour le travail. Donc, c'est sur ce territoire et parmi ces personnes que j'ai poursuivi mon enquête ethnographique. Donc, comme je vous le disais, j'avais déjà fait des séjours auparavant, mais mon enquête de terrain a été réalisée entre 2014 et 2016 sur une période d'1 an, 12 mois. Et c'est suivi de retours sur le terrain en 2017, 2018 et 2019, à la fois à Waswanipi et aussi sur les territoires de chasse, notamment d'une famille qui continue de m'inviter à chaque saison de chasse, que ce soit la chasse à l'oie ou la chasse à l'orignal sur son territoire de chasse. Donc j'y vais autant que possible, avec le plus grand plaisir. Et donc, cette famille d'accueil a été une des 3 familles d'accueil que j'ai eues sur cette année à Waswanipi. J'ai aussi été inclus dans plusieurs réseaux de socialisation au sein desquels j'ai été invité à partager leur quotidien, donc autant sur les camps de chasse et les territoires de chasse qu'au sein de la communauté de Waswanipi. Donc, ce qui m'a valu d'occuper de multiples positions, autant en plus que celle d'être un homme blanc, français et anthropologue, qui a évidemment beaucoup d'importance sur les relations et sur la manière dont j'ai pu effectuer mes recherches à Waswanipi. Mais j'ai été aussi, et ça de manière permanente dans le monde Cri, un invité et un apprenti. Un apprenti autant du monde de l'ensemble du monde Cri que pour certaines pratiques spécifiques, donc comme la chasse, la pêche, la cueillette ou aussi certains rituels.
Et j'ai occupé aussi deux positions un peu plus, disons, moins communes, on pourrait les présenter comme ça. Donc, j'ai été le gardien de la maison culturelle qui se trouve sur un site culturel en bas de la rivière, donc assez proche de la communauté. Pendant plusieurs mois, j'ai occupé ce poste-là parce que les personnes en poste étaient parties et moi, je cherchais un endroit où me loger au sein de la communauté à ce moment-là. Et donc, j'ai occupé le poste de gardien de la communauté, ce qui m'a permis de rencontrer un très, très grand nombre de personnes et d'être vraiment extrêmement inclus dans plusieurs réseaux de socialisation. Et j'ai aussi eu le statut de chercheur au sein même du conseil de bande parce que j'ai obtenu un contrat de recherche sur lequel je reviendrai un peu plus tard, donc ce qui m'a donné la position de chercheur au sein du conseil de bande. Donc j'ai partagé le quotidien des familles et des personnes avec qui j'ai travaillé, autant dans des tâches plus spécifiques que dans sa banalité, qui est, je pense, un facteur important de l'enquête ethnographique quand on passe du temps dans des environnements qui nous changent d'une autre, dans lequel on vit de manière plus avant et après, on va dire, et dans lequel on essaie finalement de vivre normalement aussi avec les gens avec qui on est dans cet espace-temps un peu particulier. J'ai aussi participé à des activités. Mon PowerPoint ne marche plus. Je le clique. Voilà, c'est bon. Et donc, j'ai participé aussi plus spécifiquement à des activités multiples sur lesquelles je vais revenir, mais donc les congés synergétiques, donc la chasse à l'oie, la chasse à l'orignal. J'ai été invité à participer à des sorties territoriales, donc j'ai fait une brigade de canot et une marche hivernale aussi. Et j'ai participé à deux ateliers, donc le Jackie Gold Memorial, Péponnet et Towin, qui commence d'ailleurs dans l'édition de cette année, commence aujourd'hui, et le Youth and Elder Gathering. Donc maintenant, je vais vous présenter mon cadre théorique, conceptuel et méthodologique, sans trop y passer de temps, mais c'est quand même des choses importantes. Des positions et des choix sont faits et qui déterminent beaucoup de choses par la suite. Donc, j'ai élaboré finalement une ontologie politique du patrimoine dans les mondes autochtones qui se compose donc principalement d'une ontologie politique du patrimoine, d'une analyse aussi des relations historiques entre le patrimoine et les autochtones, notamment plus spécifiquement à l'échelle du Canada, et aussi de la question de la gouvernance patrimoniale autochtone. Donc, en ce qui concerne l'ontologie politique du patrimoine, c'est des analyses finalement qui nous permettent de sortir donc de la dichotomie nature-culture et de la perspective aussi anthropocentrée exclusivement des examens scientifiques pour les orienter davantage vers une cosmopolitique, c'est-à-dire une prise en considération des différentes relations qui peuvent exister entre une multitude d'êtres, donc pas seulement les êtres humains, mais aussi des êtres autres qu'humains, comme Hallowell les avait définis au début du siècle. Et donc ça comprend à la fois les êtres, les animaux, les êtres spirituels. Et dans le monde cri, ça peut être aussi tout ce qui pourrait aujourd'hui éventuellement servir à définir le patrimoine, donc autant des êtres qui peuvent être présentés comme des êtres topographiques, les montagnes par exemple, les cours d'eau, mais aussi les vents, la glace, qui sont dans le monde cri des êtres doués de personnalité et d'agentivité sur les réalités. Donc cette position a été, l'ontologie politique du patrimoine, a été aussi
donc, comme vous en doutez, influencé par les apports de l'anthropologie, des ontologies, donc qui propose un repositionnement des analyses et des observations pour rendre un peu l'autorité finalement au discours des personnes, pour non plus les considérer comme des croyances, mais plutôt comme une expression d'une réalité propre et entière, et qui participe aussi à une remise en question du naturalisme, du cartésianisme, avec donc une multitude de propositions et d'applications sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, mais on pourra en discuter éventuellement dans la période de questions. Donc cette position de l'ontologie politique du patrimoine est aussi a été influencée par les apports des études critiques du patrimoine, donc qui, elles, orientent les analyses davantage donc, vers les relations que les personnes peuvent entretenir à ce que elles-mêmes définissent comme patrimonial. Donc, elles ont participé aussi à la remise en question de la nature moderne et universalisante du patrimoine et de son essentialisme culturel. Et pour des contributeurs majeurs aussi, une réduction politique qui a pu être proposée à travers le prisme du patrimoine. En ce qui concerne les relations entre les autochtones et le patrimoine, je les ai analysées à partir du principe de protection, principe de protection qui définit, qui se retrouve dans toute politique patrimoniale actuelle. Et donc, protection patrimoniale des cultures autochtones en l'occurrence. Et j'ai analysé ce principe-là en continuité avec le principe de protection coloniale des autochtones et de leur territoire, donc dans l'histoire coloniale finalement du Canada. Et j'ai fait le lien avec cette analyse donc, du principe de protection dans l'historique colonial des relations entre autochtones et allochtones, avec celui donc, de la préservation aussi, qui est très présent dans toute politique patrimoniale. Et je l'ai analysé finalement comme la pierre d'achoppement un peu des ontologies, dans le sens où c'est un principe de préservation rend compte finalement de l'obstacle qui peut y avoir de manière là, dans une démarche plus interculturelle, de prise en considération d'ontologies très différentes qui peuvent être donc soit naturalistes, soit animistes, lorsqu'on parle principalement des autochtones, pardon. Et donc, il peut y avoir autour de ce principe-là de préservation quelque chose d'insurmontable, voire d'incommensurable. Ça, c'est quelque chose aussi qui est fondamental, là, sur lequel on pourra revenir un peu plus en profondeur, mais que je vais élaborer aussi dans les différents résultats ethnographiques plus de mes recherches de doctorat. Et donc, la gouvernance patrimoniale autochtone, finalement, a considéré, à analyser les différentes modalités structurelles, institutionnelles, régionales, locales, provinciales aussi, de comment la prise de décision se fait, et à quel point justement les modes locaux peuvent faire partie des modalités de décision. Quand j'entends par modes locaux, ça peut être les modes locaux d'autorité qui peuvent inclure non pas seulement des êtres humains, mais des êtres aussi, des animaux, des êtres spirituels ou tout autre type d'être dans les décisions à prendre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir aussi un petit peu plus tard. Je vais mettre là. Du point de vue méthodologique, donc j'ai poursuivi ce que j'ai appelé une ethnographie en voie de radicalisation et de décolonisation, donc qui a consisté en une posture impliquée, une posture relationnelle et expérientielle, et aussi une posture affectée. Donc je vais vous préciser ça autant que possible maintenant. Donc la posture impliquée, finalement, s'est manifestée par
une élaboration du sujet de recherche dans le cadre relationnel que que les IUT et moi avions pu mettre en place depuis mes premiers séjours de recherche là-bas. Je vous rappelle que le sujet en fait a mûri à partir des constats qui avaient été faits des problématiques liées à la transmission intergénérationnelle des savoirs locaux et qui finalement est donc de la relation avec le patrimoine que j'avais vérifié auprès d'eux au tout début de mon doctorat pour savoir à quel point ça pouvait être pertinent de faire ce lien-là. Donc l'élaboration du sujet de recherche a été fait vraiment dans le cadre relationnel et non pas institutionnel, parce qu'il n'y avait pas à Waswanipi, là où j'ai fait mon enquête ethnographique, il n'y avait pas d'exigence non plus de suivre un protocole de recherche dans lequel mon sujet de recherche aurait pu être défini ou précisé. Finalement, ça s'est fait dans le cadre de mes relations avec plusieurs personnes et tout au long de mon projet de recherche. Ça, c'est quelque chose qui s'est nourri tout au long de mon projet de recherche et pas seulement forcément au tout début. Donc, cette posture appliquée s'est aussi manifestée donc, par une collaboration au-delà du terrain, puisque une fois mon enquête terminée et le travail de rédaction entamé, les IUT chez moi ont mis en place un processus de révision locale, on va dire, donc qui a consisté en une première activité de retour de données que j'ai effectuée à l'été 2017, donc sous la forme d'un groupe de discussion, un focus group de 3 jours avec n'importe quelle personne qui était intéressée à participer était la bienvenue. Ce qui s'est passé au sein d'un local à Waswanipi. Et aussi une révision locale qui est sur le point une révision locale, je veux dire, il y a eu une révision de la thèse finale qui est en train de s'achever par une relectrice IU. Donc, les résultats de son analyse critique, elle ne me les a pas encore communiqués directement, mais nous avons repris contact très récemment pour me dire que la lecture était en train de se terminer. Donc, j'ai hâte d'avoir le retour critique de ma relectrice pour pouvoir apporter quelques modifications au texte final de la thèse. Et donc, cette posture aussi a consisté à accepter un contrat de recherche dont je vous avais parlé, qui était un contrat de recherche dans le cadre des 40e anniversaire de la communauté de Waswanipi, qui était voué à faire la recherche sur l'histoire des IUTS avec la communauté. Et donc, qui s'est concrétisé, qui a été l'occasion en fait de négocier et de signer une collaboration institutionnelle donc avec le conseil de bande de Waswanipi, une entente de copartage et de copropriété de données, sur laquelle je pourrais revenir aussi un peu plus en détail, je ne voudrais pas perdre trop de temps. La posture relationnelle expérientielle, ça a été s'est concrétisé donc par un choix du séjour prolongé, un classique en anthropologie, et de l'observation de la participation. Des relations aussi entre des IUT qui sont considérés autant comme des interlocuteurs que comme des personnes, et comme moi, chercheur, autant considéré comme un professionnel, un anthropologue, que comme une personne à part entière. Cette posture relationnelle et expérientielle aussi s'est concrétisée donc, par l'expérience de relation avec des personnes autres qu'humaines, sur lesquelles je pourrais revenir un peu plus tard aussi. Ma posture affectée s'est manifestée par le fait finalement de se laisser affecter de manière extensive dans le monde IU, donc vers un espace commensurable au sein du monde IU et au sein duquel j'ai été invité à faire ce travail-là aussi. J'ai adapté aussi ma prise de notes à mon expérience du monde IU et j'ai privilégié la conversation davantage que les entretiens que j'ai tenus vraiment à la toute fin de mon séjour à Waswanipi. Donc, j'ai fait la trentaine d'entretiens que je les ai fait après 11 mois de terrain. On pourra revenir aussi en détail là-dessus si vous voulez. J'ai pris un peu trop de temps. Donc, tout ça je vais terminer sur le point de la méthodologie pourquoi une ethnographie en voie de réactualisation et de décolonisation, parce que je considère, je ne pouvais pas prétendre faire une ethnographie radicalisée ou décolonisée. Pour moi, c'était un peu prétentieux pour dire les choses concrètement.
parce que pour moi, c'est un processus et non pas un acquis. Et c'est un processus sur le très long terme qui finalement n'aboutira peut-être pas forcément jamais à quelque chose vraiment de radicalisé, de décolonisé, mais en tout cas qui positionne le chercheur davantage dans un effort vers ces deux objectifs fondamentaux aujourd'hui de la recherche. Et c'est aussi pour noter à quel point ce travail de réflexivité est difficile et long et qu'il est parsemé d'erreurs et de faux pas. Et donc, ça permet finalement de réfléchir à la place et aux positions du chercheur dans ces objectifs très importants aujourd'hui. Dans ce cadre, bon, c'est là. Ce cadre théorique et méthodologique m'a permis de produire une analyse à l'échelle de la nation EU de ce que j'ai proposé donc d'appeler dans ma thèse un processus d'autopatrimonialisation. Donc, et même plus précisément, pardon, une stratégie d'autopatrimonialisation de la culture EU. Que je définirai, je vous donnerai une définition à la diapositive suivante. Là, je vous explique comment j'en suis arrivé là. Donc, à travers une analyse finalement des comparatives entre le concept d'IUITUN, de patrimoine et de territoire aussi, qui est très présent dans l'affirmation du concept d'IUITUN par les IUCH, et donc de leur équivocité finalement, donc de leur ambiguïté partagée entre leur sens et leur réalité pour dire des choses relativement finalement communes. J'ai aussi donc analysé les initiatives de réappropriation et d'affirmation patrimoniale qui ont été mises en place à partir des années, au cours des années 2000 et un petit peu avant. Donc, il s'agit aussi du programme, du programme sur le patrimoine CRI de la Convention d'Indochine, qui a défini vraiment un des premiers acte fondateur de la gouvernance patrimoniale chez les CRI, donc vraiment d'élaborer la patrimonialisation de la culture à partir de la culture EU à partir du point de vue des IUCH. Et donc, comme je l'ai mentionné aussi, j'ai fait une analyse du mémoire du gouvernement de la nation CRI, qui a permis en fait d'entretenir le dialogue entre le gouvernement de la nation CRI et le gouvernement du Québec pour affirmer ce que les IUCH pouvaient entendre par patrimoine au gouvernement du Québec et par extension à la société québécoise. J'ai aussi eu à analyser donc les différentes réformes législatives et institutionnelles qui ont marqué le contexte politique de la décision chez les IUCH. Donc, comme je l'ai mentionné, la nouvelle loi sur le patrimoine au Québec, qui a été éditée en 2012, et aussi donc la nouvelle gouvernance municipale EU avec notamment la création et l'opérationnalité du gouvernement régional USG Bay James. Donc, ce sont des réformes qui ont eu leur influence au niveau politique régional principalement et provincial sur la manière dont la décision pouvait être prise autour de ce que les CRI entendaient par la notion de patrimoine et d'IUITUN. Donc ça, c'est la définition de la stratégie d'autopatrimonialisation de la culture EU que j'ai proposée dans ma thèse. C'est une définition scientifique, donc un peu longue. Je vais vous la lire. Donc, elle se définit par un enchevêtrement d'initiatives dialogiques, tantôt discursives, tantôt pragmatiques, élaborées politiquement entre les décideurs politiques IUCH et québécois en matière de patrimoine, mais tournées prioritairement vers le traitement politique, épistémologique et ontologique de leurs propres préoccupations. Autrement dit, pour les IUCH, ce dialogue doit être à leur initiative et à leur avantage. Aucune législation ou institution non-EU ne leur est imposée, bien que le contexte au Québec, au Canada, voire à l'international,
ne laisse pas le choix aux Iuch, comme aux autochtones en général, de composer avec le langage, les instruments et les structures du système dominant pour formuler et expliquer leur réalité, leurs enjeux et leurs réclamations, en matière de patrimoine comme dans tout autre domaine. Donc concrètement, les Iuch ont réussi à leur façon, sans injonction des gouvernements du Canada ou du Québec, à mettre en place des institutions, des programmes, des activités visant à identifier les éléments les plus importants qui les définissent comme Iuch et qui peuvent décider de transmettre selon leurs propres principes pour répondre à leurs propres besoins. Cette stratégie d'autopatrimonialisation a consisté localement en des adaptations de la tradition orale, des activités traditionnelles et des rituels, comme on va le voir un peu plus tard. Elles ont pris la forme d'initiatives communautaires et territoriales. Cette stratégie peut avoir aussi plus ou moins des effets paradoxaux. Donc, comme je vous l'ai présenté au début de cette conférence, tels que des processus d'homogénéisation et de différenciation entre les Iuch sur le plan épistémologique, ontologique et cosmologique, et des dynamiques aussi d'inclusion et d'exclusion des pratiques et des savoirs entre la définition politique du concept d'Iowitun et les conceptions locales d'Iowitun, d'une part, et les différentes conceptions locales d'Iowitun, d'autre part. Donc, parmi les Iuch de Waswanipi, cette stratégie donc, a consisté à la production d'une auto-histoire, ce dont on va parler maintenant, et après, je vous parlerai aussi de la transmission adaptée des savoirs locaux, donc synégétiques et rituels. Donc, la production, transmission d'une auto-histoire, donc, je l'ai analysé par rapport au projet donc, du 40e anniversaire de Waswanipi, pour lequel j'ai été embauché par le conseil de bande pour faire le projet de recherche sur l'histoire des 40 dernières années, finalement l'histoire de la création de la communauté de Waswanipi. Et j'en ai tiré deux analyses. Donc, Waswanipi, qui a été l'objet d'un attachement et d'une autonomie, d'une réunification, tous territoriaux, et le sentiment de plus en plus important aujourd'hui parmi les Iuch d'appartenance à Waswanipi, qui reste malgré tout une réalité fragile. Donc, Waswanipi, comme un attachement, une autonomie, réunification territoriale, ce qui est ressorti de ça, c'est que les Iuch ont vu Waswanipi dès le départ comme un moyen finalement de rester en contrôle de leur destinée collective et de garder le plus d'autonomie possible dans le contexte colonial du début du XXe siècle, et aussi un moyen de vivre ensemble plutôt que de vivre séparés. Ils ont une partie au cours d'une dizaine d'années et plus, au cours de juste avant la création de la communauté de Waswanipi, ils ont été finalement séparés. Beaucoup de familles ont vécu séparées à différents endroits du territoire. Et là, je ne parle pas finalement de l'organisation sur le système territorial des territoires de chasse familiaux, mais séparés notamment entre plusieurs villes régionales où ils sont allés chercher du travail et du revenu. Donc, le sentiment d'appartenance à Waswanipi aujourd'hui permet de faire face finalement à la sédentarisation sur la réserve et en forêt, et aussi à faire face aux discriminations entre Iuch qui a eu lieu pendant cette période où ils ont été séparés. Donc, cette auto-histoire liée au projet de recherche des 40 ans de Waswanipi permet de mettre en valeur finalement la part positive de l'histoire des relations entre les Iuch avec la communauté de Waswanipi dans le contexte colonial, historique et actuel. Mon analyse a porté davantage sur le contenu transmis que la production finalement du contenu. Donc, le contenu transmis, ça a été principalement les valeurs culturelles qui ont été mises de l'avant dans ce projet de recherche. Et donc, ça permet donc de mettre l'emphase sur les relations entre les Iuch et Waswanipi, plutôt que sur l'histoire de Waswanipi en tant que telle, mais vraiment sur les relations que les différentes familles et individus ont entretenues avec tout le processus de création de la communauté de Waswanipi. Il y a pu avoir des formes d'homogénéisation dans ce processus. Les récits familiaux
ont été mobilisés pour créer un récit communautaire. Donc, il y a eu une forme d'homogénéisation, mais en même temps, ce récit communautaire sert aussi pour se différencier des autres récits communautaires qui sont en train aussi d'être produits ou ont déjà été produits dans les autres communautés IUCH. Donc, le contexte local à Waswanipi est marqué également par des transformations de la transmission des savoirs synergétiques forestiers. Donc, mes analyses ont porté donc, sur les ateliers et les sites de transmission des savoirs locaux et sur aussi les sorties sur le territoire. Donc, il en est sorti de mes analyses une institutionnalisation de la transmission des savoirs synergétiques forestiers à travers donc, ces ateliers et ces sorties. Les ateliers et les sites de transmission sont exclusivement finalement organisés à Waswanipi, sur le site de la communauté, et donc qui se constituent finalement des formes d'adaptation de la transmission des savoirs locaux pour tout apprenti IU, pour prendre le relais un peu des familles au sein desquelles cette transmission a pu connaître des bris ou des forts ralentissements au cours de l'histoire coloniale. Et aussi d'adapter la transmission des savoirs, principalement pour les jeunes aujourd'hui et pour les élèves. Donc, adapter au monde actuel et au calendrier scolaire et au calendrier aussi professionnel des parents. Ce qui est le cas aussi pour les sorties sur le territoire, qui là, implique davantage peut-être des personnes autres qu'humaines, puisqu'on sort de l'espace communautaire urbanisé et on se rend sur le territoire à proprement parler, et plus particulièrement sur les territoires de chasse familiaux. Et ça reste des activités qui sont organisées, encore une fois, dans le cadre du calendrier scolaire et professionnel des enfants et de leurs parents. Mais ce sont des sorties sur le territoire qui donnent l'occasion véritablement de faire l'expérience du monde IU pour les participants, et pour le faire dans le cadre notamment des congés de chasse l'orignal, pour le faire en famille et donc avec d'autres personnes, avec des personnes autres qu'humaines. Donc on parle aussi beaucoup de savoir et de pratique, mais il s'agit surtout de les replacer finalement dans les relations au sein desquelles ces savoirs et ces pratiques s'exercent et s'adaptent aux différentes conditions actuelles. Je vais terminer sur la transmission des savoirs rituels. Donc, j'ai pu assister à 2 cérémonies de Kopshkigan, de la Tantrament ou Shaking Tent en anglais. J'ai assisté à d'autres rituels, j'ai participé aussi à d'autres rituels, mais que j'ai décidé finalement de garder pour moi. Ma participation a été vraiment personnelle plus que, disons, professionnelle en tant qu'anthropologue. Kopshkigan, je n'y participe pas, j'y ai assisté. Et donc, ça a davantage pu faire l'objet d'une observation, disons, scientifique en tant qu'anthropologue. Donc, j'ai été invité à participer à 2 cérémonies. Et donc, j'ai pu en tirer une analyse principalement autour de son retour de la cérémonie et aussi du processus qui a vu la cérémonie être mise sous terre au cours des années 60, principalement à Waswanipi, et quand on retour a été davantage au début des années 2000. Donc ces processus m'ont permis finalement, je vois que j'avance beaucoup dans le temps, donc je vais aller un peu plus vite aux conclusions de chacune de ces parties. Donc, cette analyse m'a permis de rendre compte, encore une fois, que si l'on parle de savoir et de pratique spécifiquement, comme celle d'une cérémonie ou d'un rituel, il faut surtout les replacer davantage dans un contexte cosmologique de relations dans lesquelles ces savoirs et ces pratiques s'élaborent. S'il n'y a pas de relation, finalement, ces savoirs et ces pratiques
je ne dirais pas qu'elles n'existent pas, mais elles ne sont pas autant considérées en tout cas. Cette analyse aussi de la cérémonie me permet de mettre en avant l'agentivité, autre que seulement des êtres humains, dans le cadre de ces relations-là, et aussi de la place de certains êtres spirituels, notamment dans la prise de décision autour de cette cérémonie, et donc en particulier autant pour la mise sous terre de Coabchigan que pour son retour au sein des Inuits. Et donc finalement, par rapport à la transmission des savoirs et des pratiques, ce qu'il faut retenir par rapport aux relations, c'est que ces relations, autant si on s'en tient aux savoirs et aux pratiques, on pourrait considérer que dans une politique patrimoniale qui met en avant donc, le principe de protection, il pourrait faire l'objet de protection, mais lorsqu'on parle plutôt de relations dans lesquelles ces savoirs et ces pratiques sont élaborés, là, finalement, c'est plus compliqué à mettre en place une protection des relations dans un cadre de politique patrimoniale, notamment lorsque ces relations impliquent l'autorité d'êtres qui ne sont pas humains, et donc à laquelle les Inuits ne peuvent pas se substituer. Donc en conclusion, je présente principaux apports de ma démarche intraculturelle. Donc, j'ai pu établir qu'il y avait des alternatives entre les Inuits à des échelles différentes, donc à l'échelle de la nation et des communautés, aussi entre les familles et les réseaux de socialisation d'une même communauté et entre personnes d'une même famille ou d'un même réseau de socialisation. Inuitun est le cadre central des expériences et de relations, et ce n'est pas le patrimoine. À Waswanipi, très, très, très peu de gens parlent de patrimoine. On peut parler de culture parce que c'est un concept qui est davantage qui a percé davantage depuis les années 70 notamment, mais aujourd'hui, beaucoup plus de gens parlent d'Inuitun que de patrimoine. Et quand ils parlent d'Inuitun, du coup, ils ne font pas d'association particulière spécifique au concept de patrimoine. Donc, si on veut étudier les relations au patrimoine, il faut partir du concept local d'Inuitun et des relations que ce concept-là évoque pour les personnes. Attendez, je repasse. Voilà. Et donc, c'est une alternative aussi. La stratégie d'autopatrimonisation constitue aussi une alternative par rapport aux relations au patrimoine qui peuvent exister au Québec en particulier, au Canada ou à l'international, à travers tout ce que je viens de présenter. Finalement, donc, j'ai mis en évidence certaines reconfigurations et relations à partir entre les Inuits, à partir de l'étude des relations qu'ils peuvent avoir entre le patrimoine. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je pense que j'ai pas mal dépassé. C'est pas grave. C'est très frustrant. Je ne sais pas si on me voit à nouveau ou pas. Oui, moi je vous vois. Oui, ok. Alors, merci beaucoup, Paul. C'était une présentation très dense et probablement il y a des questions qui vont surgir au sujet des définitions du patrimoine et peut-être d'autres choses qui ont frappé les personnes qui ont regardé la conférence. Si déjà vous avez des idées, vous pouvez commencer à poser des questions. Alors, je pense... Bonjour, Paul. Ça fait plaisir de te voir et de t'entendre. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à ta soutenance. Je pense que c'était restreint ou en tout cas, j'aurais bien aimé ça. Donc, je te remercie pour la présentation. Moi, je me demandais donc tu t'es plongé dans principalement le mémoire qui avait été déposé par l'écrit dans la foulée de la réforme de la loi qui est devenue donc la loi sur le patrimoine culturel. Puis, je me demandais si
la loi, après, suite à la réforme, puis elle est encore réformée en ce moment, avait pris en considération d'une manière ou d'une autre les différentes idées qui avaient été proposées ou développées, soit par l'écrit, soit par d'autres Premières Nations qui ont déposé aussi peut-être des mémoires. Donc, je me demandais si tu t'étais aussi intéressé à cet aspect-là des choses. Puis je me demandais, bon, si oui, de quelle manière ça s'incarne? Et sinon, est-ce que ce serait souhaitable que certains éléments des conceptions du patrimoine chez les peuples autochtones soient pris en considération, soit s'incarnent d'une certaine manière dans le cadre législatif québécois en lien avec le patrimoine? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est envisageable? Ou ça doit vraiment être une démarche là, par les Premières Nations ou les communautés concernées, puis que le cadre législatif, c'est complètement autre chose, ou ça pourrait s'incarner d'une certaine façon? Voilà ma question. Alors, non, je n'ai pas fait ce travail de recherche qui effectivement serait hyper intéressant à faire. Aller voir dans la loi un peu comment, et pas seulement finalement les propositions des IUCH, mais parce qu'il y a eu énormément de mémoires qui ont été produits dans le cadre de c'est une consultation publique finalement. Je sais pas, parce que j'ai essayé de trouver des mémoires qui avaient été produits par d'autres groupes autochtones, d'autres Premières Nations, et j'en ai pas trouvé d'autres. J'étais en contact avec des gens au gouvernement et tout qui m'avaient envoyé des liens vers d'autres mémoires de plus de ceux que j'avais pu trouver en ligne, mais donc il y en a quand même beaucoup qui ont été produits et je ne sais pas à quel point ils ont. J'ai pas été vérifié, mais je sais pas non, à quel point ils ont pris en compte certains aspects. Ce qui ressort beaucoup par contre au-delà de l'affirmation de ce que c'est, ce que peut être le patrimoine pour les IUCH dans le mémoire que le gouvernement de la Nation Crie a produit, c'était aussi une affirmation politique de leur droit sur le territoire. Et en continuité avec le contenu du dialogue qu'ils essayent de perpétuer depuis les années 70 avec le gouvernement du Québec. C'était une autre occasion de continuer à affirmer leurs droits sur le territoire et de leurs occupations du territoire, etc. Et donc de faire vivre toujours ces revendications-là, qui, à mon avis, nourrit un peu n'importe quelle occasion de dialogue avec le gouvernement du... Par contre, je pense que les CRI, ils ont fait l'effort quand même dans ce document-là, au-delà du concept d'Iuitun, qu'ils ont présenté déjà comme un équivalent au concept de patrimoine, ce qui, à mon avis, constitue déjà un effort, tu vois, de traduction qui a été fait. Et évidemment, ils l'ont relié donc à la question du territoire, mais aussi à la question du paysage. Donc, ils sont allés chercher d'autres concepts aussi. Donc, c'est peut-être par rapport plus à cette approche du paysage qu'il faudrait aller voir à quel point les propositions des groupes autochtones peuvent avoir une influence par rapport à ça. Je suis curieuse parce que j'ai le sentiment que dans les cadres législatifs, mais je n'ai pas creusé moi non plus la question, c'est pour ça que tu lances la base. Le patrimoine s'incarne pratiquement uniquement par les sites archéologiques, où c'est essentiellement ça, alors qu'on sait que c'est beaucoup plus ça. Donc, je me demandais, est-ce que... Voilà. Chez l'écrit, ça c'est super intéressant quand même parce que effectivement, le patrimoine est entré dans le monde d'écrit par l'archéologie. Parce qu'ils ont un programme archéologique qui a été très développé à travers tous les projets d'exploitation des ressources naturelles où il y a une obligation, je ne sais plus comment c'était dans les années 70, mais il y avait des recherches archéologiques qui sont impliquées dans ces études d'impact, etc., pour les projets. Et donc, c'est rentré par là, mais ils ont développé quand même tout un secteur archéologique chez les IUCH. Et cette archéologie-là a été quand même, un tant soit peu, transformée par les contestations et les critiques des IUCH face à la façon dont l'archéologie procédait sur leur territoire. Et il y a eu énormément de critiques. Et ça, il y a des articles de la personne qui était en charge, de l'archéologue en charge un peu de ce programme-là, qui est David Denton, qui explique tous ces processus-là et tout. Donc ça, c'est super intéressant, mais à prendre en compte
dans cet aspect un peu matérialiste de l'archéologie et du patrimoine aussi, comment finalement ils en sont arriver à faire que l'archéologie s'oriente davantage vers une conception immatérialiste, mais là encore, on reste dans des cadres matériels, immatériels, nature-culture, où on est dans des dichotomies irréconciliables. Et c'est pas comme ça que si les IUT ils utilisent ça aujourd'hui, alors aujourd'hui ça peut être davantage être ancré dans leur conception, mais c'est aussi encore un effort de traduction qu'ils font par rapport aux conceptions locales à travers lesquelles il faut qu'ils expriment des choses, parce qu'il y a des enjeux politiques importants par rapport à ça, quoi. Et des enjeux ontologiques importants. La question des restes humains ou tout autre finalement objet qui reste dans la Terre doit rester dans la Terre, par exemple. Pourquoi le sortir de la Terre, quoi? Donc ça, c'est des conceptions qui sont encore très présentes aujourd'hui, mais qui ont pu être aussi fortement accommodées par rapport à l'archéologie, au travail archéologique et donc à la conception un peu patrimoniale de leur propre culture, de leur propre savoir et pratique, quoi. Donc je ne sais pas s'il faudrait que ça, c'est une question un peu plus, une position un peu plus personnelle. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas vraiment de position là-dessus. À quel point, moi, je vois à quel point l'écrit, c'est aussi un exemple un peu particulier. Ils ont des outils politiques très développés, des structures, des institutions, beaucoup de choses qui leur permettent d'obtenir une certaine forme d'autonomie. C'est un peu par rapport à ça que je proposais la question d'auto-patrimonialisation, c'est qu'ils arrivent à avoir un niveau de pouvoir qui leur permet de garder quand même une autonomie intéressante par rapport à tout ça. Pour d'autres Premières Nations, ce n'est pas le cas. Donc là, il faudrait peut-être éventuellement ouvrir un peu plus les conceptions québécoises, canadiennes du patrimoine pour ne pas créer trop de différences en termes d'autonomie politique par rapport à ces questions-là entre les groupes autochtones. Et il n'y aurait pas forcément... Après, il faut aller voir les différentes activités sur le territoire, comment ça se passe aussi entre les différentes agences du gouvernement fédéral. Si on veut aller un peu plus à l'échelle canadienne par rapport au principe de préservation, là, les conflits que ça peut créer entre, par rapport à protéger un site rupestre, un site d'importance pour les groupes autochtones, à quel point les politiques patrimoniales, les agences fédérales de protection de ce patrimoine-là peuvent s'accommoder ou pas de ces différents processus locaux de protection. Il y a plein de questions par rapport à tout ça, c'est sûr, mais a priori, je ne vois pas de mal à ouvrir les conceptions un peu plus largement. Et puis, il y a des enjeux politiques et ontologiques importants là-dedans, c'est sûr. Merci beaucoup pour ta Merci à réponse. Au plaisir de poursuivre cette longue discussion. Également. Alors, y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en ai, mais je laisserai la parole à d'autres s'il y a des questions qui surgissent avant. J'en vois pas, alors j'en profite. Dans les exemples que tu as donnés, Paul, tu as donné l'exemple de la chasse à l'oie, de la brigade de canot, et puis, bon, tu as parlé à la fin de quoi, je ne sais pas le prononcer en Iyush, là, mais Kusapachikana en Anishinaabe. Il y a une question que je me suis demandé. En fait, je t'ai déjà posé des tas de questions parce que, bon, voilà, j'ai lu, moi, je fais partie des gens qui ont lu ta thèse en entier. Il y a quand même une forte part, dans les exemples que tu nous as donnés, il y en a un certain nombre qui sont donc des choses qui ont été institutionnalisées, qui reviennent à intervalles réguliers, qui sont inscrits dans le calendrier et qui ne se font plus par famille en tant que telles, mais qui sont gérés par d'autres instances que ça. Donc, on pourrait vraiment parler d'institutionnalisation. Et dans le cas de la tente tremblante, ça serait moins institutionnalisé qu'en tout cas revitalisé. Donc, je finissais par me demander si, dans les exemples que tu prends, est-ce que c'est à cause de ces exemples-là ou est-ce qu'il faut en tout cas une institutionnalisation ou une revitalisation pour qu'il y ait patrimonialisation, en gros? Voilà, ce serait ça ma question.
L'institutionnalisation, oui, par rapport aux ateliers de transmission des savoirs locaux et des sorties sur le territoire principalement, et finalement des congés de chasse aussi, c'est institutionnalisé. Mais je vois ça, et par rapport à ce qui ne l'est pas institutionnalisé, mais qui continue finalement de se transmettre, peu importe que ce soit pris en charge ou pas par les institutions locales. Je vois ça comme des processus parallèles finalement qui peuvent se compléter. Mais l'institutionnalisation me paraît une stratégie spécifiquement élaborée pour protéger ces savoirs-là. C'est-à-dire que s'ils ne font pas ces choix-là, ces choix-là sont vraiment destinés à répondre à un besoin par rapport au constat qui a été fait de la perte de transmission des savoirs, qui est notamment dans les sorties, toutes les activités qui ont été institutionnalisées, mais aussi pour occuper le territoire. Il y a aussi cette notion un peu toujours politique d'occuper le territoire, notamment pour les sorties sur le territoire et les congés. Il faut occuper le territoire, mais il y a aussi une dimension un peu plus ontologique d'expérience des relations en dehors des relations avec les humains et de la famille en particulier. Et la revitalisation n'a pas besoin d'être institutionnalisée pour avoir lieu, quoi. Donc c'est pour ça que ça reste en dehors. Et d'ailleurs, je sais que j'avais déjà donné cet exemple-là dans ma soutenance, mais il y avait eu une tentative une proposition en tout cas de certaines personnes au sein de l'Institut culturel CRI à Oujé-Bougoubou de mettre en exposition la cérémonie de la tente tremblante. Et les gens, les IUJ qui étaient présents sur le comité ont dit que c'était impossible, quoi. On ne pouvait pas institutionnaliser donc, cette cérémonie-là, ce rituel-là, parce que ça n'avait pas lieu d'être. Ça pouvait rentrer ça pouvait, comme par rapport à la relation qui existe entre les personnes qui sont impliquées dans cette cérémonie-là, ça pouvait paraître comme une forme d'irrespect de la relation, et que de toute manière, il ne se passerait rien, même si on mettait parce que la cérémonie a lieu dans une tente spécifique. Si on mettait cette tente-là dans un musée, il ne se passerait absolument rien. Donc, ça serait une désincarnation finalement de la relation à travers juste la présentation de l'objet en tant que tel, mais qui pourrait encore être identifié dans le cadre de la relation comme une forme d'irrespect entre les personnes qui sont impliquées dans l'exercice de cette cérémonie-là. Donc c'est ça, ils n'ont pas besoin de politique patrimoniale finalement pour que ce type de relations dans lesquelles les savoirs et les pratiques cérémonielles ont lieu. Ils se font sans politique patrimoniale, sans politique de protection. Et des décisions sont prises, comme celui de la mise sous terre de la cérémonie, parce qu'il y avait trop de sources d'usage du savoir qui pouvaient aboutir à des usages à mauvais escient. Et la décision du retour a correspondu finalement à un constat qui a été fait que finalement ces sources de mauvais usage étaient beaucoup moins présents dans les années 2000. Donc ça pas besoin que ça se fasse dans des politiques patrimoniales ou autres pour que la revitalisation se fasse. Et je pourrais rétorquer que dans les musées, en général, on voit des coquilles vides quand même. C'est-à-dire que toutes les choses que l'on voit, par exemple, même dans les expositions, dans les écomusées ou dans ce qu'on appelle vraiment les musées, je ne retrouve pas le nom là, mais on ne voit pas toutes les sommes de relations. On voit que le matériel. Et il y a beaucoup d'objets de pouvoir qui peuvent être exposés dans les musées. Ça peut aussi choquer. Donc, est-ce que la mise en musée, est-ce que c'est la théâtralisation qui est de l'irrespect ou c'est parce que sinon on verrait que effectivement une tente vide, enfin il se passerait rien. La forme matérielle elle-même serait déjà une forme d'irrespect.
ça dépend peut-être de la stratégie qu'il pourrait y avoir derrière. Parce que je sais que, par exemple, la cérémonie de la tente tremblante a fait l'objet d'enregistrements documentaires à une certaine époque, parmi les huge de Waswanipi par un anthropologue. Mais ce n'était pas la décision de l'anthropologue de le faire, c'était la décision de la compagne de l'officiant de la cérémonie qui avait décidé d'utiliser la présence de l'anthropologue et de ses outils technologiques qu'il avait avec lui pour filmer donc, la cérémonie et pour faire en sorte que les jeunes aient un document à partir duquel ils pourraient éventuellement se servir pour continuer à entretenir la connaissance du savoir, peut-être pas la pratique, mais la connaissance du savoir. Donc là, il y a des stratégies, et là, c'est même une décision, si je ne me trompe pas, peut-être pas personnelle, mais en tout cas, une stratégie qui a fait en sorte que ça n'a pas été interprété comme un manque de respect par les personnes qui étaient au courant de cette stratégie-là à ce moment-là. Par contre, la réception de cette histoire-là au sein des jeunes, aujourd'hui, des jeunes, je parle des gens qui ont en bas de 40 ans, ils interprètent cette histoire-là comme une forme d'irrespect. Donc aussi, entre les différentes générations, il peut y avoir des différences d'interprétation des stratégies qui ont été mises en place entre les uns et les autres à différentes époques. Et donc des différences peut-être aussi de savoir, de connaissance de la véritable nature des savoirs et des pratiques qui sont impliquées là-dedans. Parce que la critique principalement des jeunes, c'était de dire l'anthropologue, en faisant ça, a capturé l'énergie, l'esprit de la cérémonie, enfin de la personne qui faisait la cérémonie. Alors que d'autres disent, ben non, c'est impossible, quoi. L'esprit de cette personne-là qui fait la cérémonie est bien plus puissant que l'outil technologique. Donc, il n'y a pas de manque de respect à ce niveau-là. Il y a une stratégie derrière à travers laquelle on a convenu qu'on pouvait faire ça. Et d'un autre côté, il y a des gens qui peuvent interpréter la situation de manière complètement différente et en disant que par une connaissance différentielle de la véritable nature des savoirs qui sont en jeu, et dire bah là, il y a une forme d'irrespect. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, quoi. Autant la stratégie que les interprétations qui peuvent être faites d'une génération à une autre, mais plutôt d'un niveau de connaissance aussi. J'aime moins parler génération, mais que de niveau de connaissance, parce qu'il peut y avoir de grandes différences de niveau de connaissance entre les personnes de différentes générations. Bon, moi, j'ai encore des questions, mais je voudrais quand même encourager les personnes qui… Oui, Madame Maheu. Oui, Gisèle. Gisèle, oui. Merci beaucoup, Monsieur Waters, pour cette très intéressante présentation. Et je voudrais vous poser une question en relation avec la méthodologie de recherche. Oui. Peut-être que vous en avez parlé, mais ici, il y a eu une panne d'électricité d'une vingtaine de minutes. Alors, il y a un trou dans dans ce que je retiens de votre conférence. J'irai chercher dans votre document. Mais je voudrais savoir, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu du leadership du projet de recherche à l'intérieur de la communauté. Bon, c'est que, en fait, j'ai pas mal réfléchi au cours des 12 derniers mois en relation avec le paradigme de recherche autochtone qui est en émergence. J'ai l'expérience de la recherche collaborative avec les peuples autochtones et j'aimerais savoir s'il y a eu un leadership qui a été pris par la nation dans le déroulement du processus de recherche, de la démarche de recherche, au niveau de la nation, au niveau aussi de la communauté. Tantôt, on parlait d'institutionnalisation. Est-ce que vous avez observé qu'un transfert de connaissances en matière de recherche
avait opéré aussi. Alors voilà, c'est plus du point de vue méthodologique. Oui, merci pour votre question. Alors non, il n'y a eu absolument pas de prise en charge du projet de recherche par la communauté, d'un point de vue institutionnel en tout cas, parce que mes recherches ont vraiment été, d'une part parce qu'il n'y a pas d'exigence locale à Waswanipi de suivre par exemple un protocole de recherche ou de signer une entente de recherche avant d'effectuer des recherches au sein de la communauté, comme je sais que ça peut être le cas dans d'autres communautés de Premières Nations au Québec et ailleurs au Canada. Donc je n'ai pas eu à... Alors je me suis renseigné quand même, j'ai fait l'effort de... ça a été ma première démarche finalement en arrivant à Waswanipi. J'avais même envoyé une lettre présentant mon projet de recherche pour solliciter justement un comité éventuellement local qui serait constitué pour évaluer les projets de recherche avant d'entrer dans la communauté. Et donc, ça n'existait pas à Waswanipi. À ma connaissance, ça n'existe toujours pas. Je sais qu'il y a des protocoles de recherche, mais là, chez les IUCH, par rapport notamment aux questions plus de santé et de médecine en général, sur des questions sociales et culturelles, je ne suis pas sûr qu'il en existe encore aujourd'hui. Je sais que c'était des sujets aussi qui étaient en négociation entre les IUCH, au point où même certaines personnes me disaient que le type de recherche que je ferais serait un jour fait entre eux et par eux. Donc moi, dans le cadre de mes recherches, je n'ai pas eu à me conformer à ça. J'ai donc fait en sorte que mes recherches s'élaborent dans le cadre de mes relations avec les interlocuteurs avec qui j'étais en rapport à Waswanipi, donc je suis rentré sur mon terrain pour faire mon enquête ethnographique en 2014, mais j'avais déjà effectué des recherches en 2008 et en 2009 dans le même contexte, toujours, c'était en géographie, en anthropologie, mais pour des maîtrises de recherche, il n'y avait aussi pas à ce moment-là de comité d'évaluation des projets de recherche. Et donc, les relations que j'avais en arrivant à Waswanipi ont constitué finalement le cadre dans lequel mes recherches ont pu être suivies. Mais en soi, il n'y avait pas du tout ni d'évaluation ni de suivi. Par contre, par la suite, moi, je tenais à informer quand même mes interlocuteurs de l'avancée de mes analyses et de mes recherches, et j'avais un discours quand même sur place qui a priori, en tout cas de ma position, voulait ne laisser aucun doute d'abord sur ma position en tant qu'anthropologue dans nos relations, mais aussi en tant que position en tant que personne. Et donc, par la suite, si vous voulez, c'est aussi pour ça que j'ai certains interlocuteurs, IUCH et moi-même, avons négocié et signé une entente aussi de copartage et de copropriété de données à partir de l'occasion qui m'avait été offerte de travailler comme chercheur pour le conseil de bande. Parce que les recherches sur lesquelles portait ce contrat-là m'intéressaient beaucoup par rapport à ma thèse, parce que ça constituait à faire une recherche sur l'histoire des relations récentes entre les IUCH et Waswanipi. Et aussi, et donc, Paul, on ne t'entend plus là. On dirait que ton micro a été coupé. là, En c'est bon. plus, on a une autre question après, donc c'est un peu embêtant si on ne t'entend plus. Là, c'est bon. C'est bon, vas-y. Donc, c'est ça. Donc, j'avais négocié, on a signé une entente de copartage et copropriété de données. Donc, ces données, c'était à la fois toutes les données que je pouvais collecter dans le cadre de mes recherches personnelles pour mon doctorat,
et les données qui avaient été collectées dans le cadre du projet de recherche pour le 40e anniversaire de la communauté de Waswanipi. Et donc, on est parti sur une base où finalement, nous étions donc copropriétaires de chacun de ces corpus-là, et que l'usage d'un des partenaires, donc moi ou le conseil de bande, n'engageait la responsabilité que de celui qui en avait fait l'usage et pas l'autre, et que l'autre partenaire avait un droit de regard et de contestation sur les interprétations qui étaient faites à partir du moment où on partageait exactement la même base de données. Donc ça, c'est l'entente institutionnelle qui est sortie un peu du cadre des relations dans lesquelles ma recherche vraiment a été élaborée. Je vous Merci, Paul. remercie. Allez-y, Gisèle. Merci, Marie-Pierre, aussi. Je peux en profiter parce qu'il y a, je pense ce mois-ci ou le mois prochain, j'ai un article qui parle vraiment que de ma méthodologie, qui va sortir dans un numéro, dans un ouvrage collectif qui parle justement des différentes formes de relations collaboratives dans la recherche avec les autochtones, qui est issu d'un colloque. Donc ça devrait sortir ce mois-ci ou le mois prochain, avec d'autres contributeurs, évidemment. Où ça sort? C'est aux éditions Paysage. Je pourrais envoyer la référence à Marie-Pierre pour qu'elle la... Je ne sais pas si Gisèle, vous faites partie du séminaire de Marie-Pierre. Sierra, moi. Non, mais on le diffusera au Sierra. Ok. Petite publicité comme ça. Merci beaucoup. C'est vous. Merci, Gisèle. Alors, on a Manuel Kakwa-Curtnes qui a posé une question dans le chat. Manuel, est-ce que vous voulez la poser directement? Bon. Écoutez, c'est très intéressant, c'est sûr et certain. Je suis très sensé à toute cette relation-là que vous apportez aussi, entre autres, avec l'aspect des relations, avec des moyens aussi précis entre la relation du patrimoine. Vous savez, le concept, je pense que vous l'avez élaboré, là, vous en avez parlé, que le concept de patrimoine est une autre manière de voir dans le contexte actuel, je pense, de cette vision québécoise, de cette structure législative à laquelle on veut justement là, présenter des thèmes. Et nous, souvent, dans les Premières Nations, on essaie d'adapter la manière de voir cette vision-là à laquelle, justement, on peut se projeter là, dans une similitude. Souvent, on doit traduire ce que les termes ou les mots veulent dire. En fond, ma question, c'est, dans le patrimoine vivant, de quelle manière vous ont-ils parlé de la conception de la pratique ancestrale actuelle et celle des pratiques avant contact avec la protection des savoirs? Parce que les gens vous ont parlé, entre autres, de la transposition des hommes de connaissance de cette nation. Avant ça, on disait chaman, mais on parle beaucoup plus d'hommes de connaissance parce qu'il y a quand même cette relation-là avec le territoire, avec les animaux. Donc, c'est une pratique en soi là, de cette manière-là. Est-ce qu'on vous en a parlé? De la transmission des savoirs dans le cadre du rituel dont je parlais? Oui, on en a parlé. Et d'ailleurs, ça fait l'objet aussi de l'analyse de la cérémonie à partir de laquelle j'ai présenté les principales conclusions. Et oui, on m'en a parlé. J'ai pu faire une entrevue avec un des deux officiants qui avait été en charge des cérémonies, pas de l'autre, parce qu'il n'était pas il ne venait pas de la communauté de Waswanipi. Et donc, j'ai quand même pas mal de données là-dessus. Et j'ai aussi fait, à partir de ces données-là, j'ai fait aussi une révision un peu justement de la question de la transmission de ces savoirs-là, des savoirs qui sont liés à cette cérémonie-là dans la littérature. Parce que ce Quabshkigan est l'objet d'une littérature quand même extrêmement importante, autant chez les Cris que chez d'autres Premières Nations, depuis longtemps, chez les anthropologues et les ethnologues. Et cette question de transmission est finalement peu abordée. Et donc,
à travers les différents êtres spirituels qui interviennent, notamment Mixtopeo. C'est sûr qu'il y a... En tout cas, les gens m'ont parlé de ça de manière assez claire. Et ce qui ressort de ça, c'est que finalement, ce savoir n'est pas humain, quoi. Le don dont l'objet et le savoir de la cérémonie appartient aussi, il n'appartient pas aux humains, il appartient à Mixtopeo. Et bon, après, il y a un niveau d'interprétation que j'ai fait aussi dans mes analyses, hein. Je ne dis pas que ce que moi je propose comme analyse est clairement ce que les gens m'ont dit. Évidemment, j'ai fait un niveau d'analyse à partir de ce que les gens m'ont dit. Donc, il peut y avoir une forme d'interprétation qui ne correspond peut-être pas forcément à ce que les gens voulaient me transmettre à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai essayé quand même de coller le plus possible à ce que les gens m'ont dit. Et donc, ce savoir-là n'étant pas un savoir qui est possédé par les humains, il ne peut d'autant pas il ne peut d'autant pas être l'objet de politique de protection. C'est un savoir finalement immanent et qui est présent, disponible tout le temps, peu importe ce qui peut se passer dans le monde des humains. Il faut juste que les humains sachent comment en disposer à un moment donné et les désactiver ou le réactiver en fonction des enjeux qu'il peut y avoir dans la société humaine et par rapport notamment aux usages malveillants, bienveillants dont le savoir peut être l'objet, parce que le pouvoir qui est lié à ce savoir est extrêmement puissant. Juste, j'ai aimé beaucoup votre commentaire tout à l'heure. J'ai trouvé quand même très audacieux de la part des gens de pouvoir, lorsque vous soulignez justement la participation d'un anthropologue lors d'une cérémonie, puis de pouvoir filmer, en tout cas du moins d'être un témoin, de donner des outils pour la transmission des savoirs plus tard. Dans un concept à laquelle on souhaite probablement le diffuser. Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus dans le contexte au niveau artistique qui risque d'être transposé, c'est-à-dire dans le fond que au lieu de le documenter officiellement et de le rendre disponible dans le contexte muséal où justement, lorsque Mme Bousquet parlait de tout l'aspect muséal, de quelle manière eux ont pu percevoir, mettons, cette possibilité de le faire. Donc, dans le fond, on a déjà un document qui existe, on a déjà une manière qui est proposée maintenant, par respect, parce que je pense que beaucoup de nations autochtones au travers du Québec là, qui ont une vision complètement différente. Mais est-ce que vous jugez que ce serait intéressant qu'on puisse poursuivre justement dans cette ligne-là pour faire mieux connaître? Déjà, c'est quelque chose avec les Premières Nations dans l'ensemble du Québec, mais c'est une des belles manières, je crois, de commencer à mieux connaître l'état d'âme des Autochtones pour ceux qui ont cette pratique. Est-ce que vous jugez que c'est pertinent de pouvoir en faire connaître la population? C'est vrai que c'est peut-être pas à moi d'émettre un avis là-dessus. Ça revient aux gens des Premières Nations de choisir la stratégie avec laquelle ils veulent. Mais bon, c'est vrai qu'en tant qu'observateur, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une opinion quand même, surtout en ayant été aussi. En ayant eu l'opportunité d'assister à cette cérémonie en particulier, il y a d'autres aussi dans lesquelles j'ai peut-être pas participé plus activement. D'autant plus que les groupes de personnes qui continuent à pratiquer ces cérémonies-là sont quand même très minoritaires. Ce sont des petits groupes. Mais étonnamment, le savoir reste quand même très actif et très présent. Et Waswanipi, c'est une communauté, mais je sais que c'est différent dans d'autres communautés, notamment parmi les Iuch. Et je sais qu'il y a un documentaire qui existe sur la pratique de cette cérémonie-là chez les Iuch de manière contemporaine, qui a été produit par CBC, on peut retrouver sur le site Mamwetao, qui est une émission CRI, je pense hebdomadaire ou bimensuelle ou mensuelle, où il y a un super documentaire sur justement cette cérémonie-là et même d'autres. Et
Et donc là, il y a plein d'intervenants, des guides spirituels qui sont reconnus chez les CRI, qui interviennent qui sont en entrevue, en entretien, et qui expliquent le rituel, expliquent le contexte historique, etc. Donc oui, je pense que ça fait partie des outils. Mais ce qui est intéressant aussi avec le concept d'Iyuitun, c'est que ça met quand même en valeur. Iyuitun, c'est vraiment le savoir-faire. Donc c'est vraiment l'action de faire qui est mise en avant dans ce concept-là. Et aujourd'hui, peut-être qu'une des manières de faire par rapport à la transmission des connaissances, c'est évidemment d'utiliser les outils technologiques. À quel point, après, ça peut rentrer encore dans une forme de respect ou d'irrespect des relations qui sont impliquées et qui restent quand même très, très présentes dans la pratique actuelle, les relations de responsabilité et de réciprocité qu'il peut y avoir entre les êtres qui sont impliqués dans ce pouvoir-là, dans la pratique de ce pouvoir-là. Ça se négocie, j'imagine, avec ces êtres-là. Donc, ce n'est pas non plus voué spécifiquement à rester exclusif à un groupe ou exclusif à la pratique sur le territoire. J'imagine qu'à certains moments, ça se négocie avec les personnes en charge et les êtres spirituels qui sont impliqués là-dedans. Donc, c'est dans le cadre de ces négociations-là et de ces négociations-là qu'il faut prendre une décision, je pense. Merci beaucoup. Très intéressant. Je vais certainement mieux lire votre document. Merci beaucoup. Voilà. Avant de passer la parole à Alexandra qui a une question, Philippe demande, est-ce que tu connais le titre de l'ouvrage où va apparaître ton chapitre? De tête, non, mais non. Bon, alors il faudra que tout le monde surveille les publicités faites au Sierra dès la sortie du livre. Tu nous enverras le lien et tout ça, et on diffusera, parce que je pense que ça va intéresser pas mal de monde qui se pose beaucoup de questions sur les méthodologies justement qu'on peut avoir en recherche pour être le plus respectueux possible, le plus collaboratif, etc. Donc, si tu pouvais nous Pas de passer. problème. Ouais. Je vais passer la parole à Alexandra. J'aurais juste précisé qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Donc, s'il reste après une dernière question, après Alexandra, on la prendra, mais après, ce sera fini. Et parce que Paul doit vraiment nous quitter vers 15 heures. Donc, Alexandra, à toi. Oui, merci. Petite question rapide sur la méthodologie, justement. Vous avez mentionné que vous avez privilégié la conversation plutôt que les entretiens que vous avez réservés pour la toute fin de votre séjour. Là. J'aimerais ça vous entendre élaborer un peu plus là-dessus, les avantages et les inconvénients de ça. Puis, ben, moi, c'est une question curieuse d'une jeune chercheure. Là. Comment vous avez fait pour wrapper, excusez l'anglicisme, tous les données que vous avez pu récolter dans des conversations qu'on s'imagine un peu informelles? Là. Alors, ouais, je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Ça part de... Merci pour la question. Ça part de mon mal-être à être un chercheur à mon entrée sur le terrain. En tout cas, à la difficulté aussi d'assumer quelque part la position de chercheur, l'autorité qui va avec et le travail qui va avec, de faire des entrevues, de prendre des notes, prendre des photos, etc. Donc finalement, assez rapidement, j'ai décidé de mettre tout ça de côté et de me focaliser, enfin de me plonger uniquement dans la relation avec les gens et d'être dans un mode vraiment le plus disponible possible à entrer en relation. Et même finalement, mon sujet de recherche me l'a permis aussi, parce que j'étais sur les conceptions du patrimoine, le savoir-faire, les savoir-faire, la transmission intergénérationnelle des savoirs. C'est pas comme si je travaillais sur une pratique en particulier, une cérémonie en particulier. Donc, j'ai laissé finalement les différents sujets et questions arriver dans le cadre de mes relations avec les gens. Donc, j'ai mis finalement toute mon énergie à davantage entrer en relation avec les gens à Waswanipi et me faire inviter par les gens, etc. Et laisser vraiment venir tout dans le cadre de ces relations-là. Et au fur et à mesure que les choses avançaient dans le cadre de ces relations-là,
j'ai commencé quand même à faire une prise de notes. Je prenais des notes quand même régulièrement, mais c'était plus sur le contexte général de ces relations-là, etc. Des choses que j'observais quand même. Bon, j'allais voir des trucs spécifiquement. Je suis allé à l'église spécifiquement, à certaines messes, enfin aux messes des deux églises, qui est anglicane et pentecôtiste. Les week-ends sur le territoire, je prenais des notes, etc. Mais je voulais d'abord finalement créer des liens interpersonnels. Dans le cadre, j'étais quand même toujours, je prenais soin quand même toujours de préciser que j'étais anthropologue. Je voulais pas que les gens me prennent pour quelqu'un d'autre, pour ne pas que ça fausse la relation dès le départ et qu'après, une fois que la relation est créée, je leur dis ah bah tiens en fait je suis anthropologue, j'aimerais bien faire une entrevue avec toi. Donc ça, finalement, les gens qui ont accepté de faire les entrevues avec moi après, toutes les personnes avec qui je suis rentré en relation n'ont pas forcément accepté de faire des entrevues avec moi par la suite. Et d'autres personnes que je ne connaissais pas ont accepté de le faire aussi. Et donc, les entretiens et qui étaient semi-dirigés ont été nourris de toute la relation que j'avais pu avoir avec eux et des conversations que j'avais pu avoir avec eux. Donc, les questions que je posais, finalement, ont été élaborées dans le cadre de ces relations-là. Et je ne posais pas les mêmes questions aux mêmes personnes, parce qu'avec telle personne, j'avais telle relation, et je savais que cette personne-là avait aussi une connaissance peut-être plus développée sur tel et tel sujet. Donc, j'ai pu vraiment adapter très concrètement mes entrevues à la relation que j'avais avec telle et telle personne. Et donc, ça a été très bénéfique. N'empêche que j'aurais peut-être pu les faire un peu plus tôt et en faire une deuxième salve. A priori, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être pu en faire un peu plus tôt et en refaire une autre, c'est ça, une autre salve d'entrevue à 11 mois et en faire une première peut-être à 8 ou 9 mois. Mais après, on les pris justement dans les relations et on essaie de les placer et, comme on peut, etc. Et c'est pas forcément non plus toujours évident d'avoir les personnes disponibles à ce moment-là, être prêt à le faire soi-même, etc. Parce qu'on est pris dans ce qu'on doit faire avec les gens. Et, mais il y a des bouts de conversation, j'ai pas eu besoin de prendre un note. C'est vraiment resté dans mon esprit. Et puis, c'est même des choses qui sont devenues des expériences à proprement parler. Il y a des choses dont je me rappellerai toute ma vie, des commentaires, des conversations dont je peux. Et c'est pas forcément des conversations super longues, hein, ça peut être juste des commentaires qu'on me fait aussi. Et donc c'est ça. Mais ma prise de notes aurait peut-être pu être aussi un petit peu plus dense, je pense. Il y a peut-être des choses qui m'ont échappé un peu, mais j'ai essayé aussi d'être, selon le type de savoir qu'on me transmettait, d'adapter ma prise de notes. Il y a des savoirs qui avaient besoin davantage d'être incorporés, d'être vécus, de faire l'objet d'une expérience, d'une réflexion, et de ne pas faire l'objet forcément d'une prise de notes immédiate. Alors que d'autres, oui, des choses un peu plus descriptives, ou des choses comme ça. Donc j'ai vraiment essayé d'adapter ma prise de notes en fonction du type de savoir, du type de relation que j'avais. Ça fait partie aussi de mon article. Je le détaille beaucoup plus précisément, tout ça. D'ailleurs, Choukran Tipiki nous a mis le nom de l'ouvrage collaboratif en question. Alors, je ne vais pas massacrer la langue parce que le titre au départ, je ne connais pas la langue en question. Donc, je vais juste lire la partie en français. C'est en Wabenaki, je pense, si je ne me trompe pas. Voilà, mais enfin, il vaut mieux que je m'abstienne de vous massacrer de la Benaki. Donc, réalité et enjeux de la recherche collaborative en milieu autochtone aux éditions Paysages. Avant de passer la parole pour la toute dernière question à Laurent Jérôme, est-ce que tu pourras m'envoyer le lien du documentaire de la CBC oui. Voilà, et puis je diffuserai comme ça aux membres du séminaire. Et puis ceux qui sont intéressés, on pourra éventuellement aussi le diffuser au CIRA, pourrait en faire la demande au CIRA. Donc, je passe pour la toute dernière question la parole à Laurent Jérôme. Merci Madame Bousquet, Monsieur Watté, pour cette présentation très très riche. Je m'excuse, j'ai loupé la première partie, alors désolé si jamais je te fais répéter. On discutait d'ailleurs justement dans le congrès international qui a lieu actuellement sur la décolonisation de la muséologie, qui a lieu toute la semaine en ligne, donc avec des questions intéressantes. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit Marie-Pierre, sur cette question du rapport à l'institution. Et c'est un peu un commentaire question ou question-commentaire. C'est
et pour rebondir aussi sur ce que Manuel a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance des arts, et notamment l'importance de l'art contemporain pour matérialiser des sujets sensibles. Et je fais référence là directement à une exposition que vous connaissez. Manuel la connaît très bien puisque c'est la Boîte Rouge Vif qui a notamment donné un coup de main, plus qu'un coup de main, qui a piloté le processus de collaboration, une œuvre d'art au Musée de la Civilisation qui s'appelle Kawapatak, qui a été faite par Lydia Mistokosho Paradis et qui est justement une création, une œuvre d'art qui rappelle la Tente tremblante, mais elle l'a adaptée en considérant les liens avec les jeunes générations. Elle a matérialisé les roches qui font référence au grand-père, les roches qui sont maintenues par des fils et donc qui maintiennent l'ensemble de la structure de la tente tremblante. Et c'était une manière pour elle de faire référence à un rituel évidemment très sacré, très sensible, très secret, de faire référence aux ancêtres, mais de montrer aussi comment les jeunes générations peuvent aujourd'hui être les porteurs de cette mémoire-là. Et je trouve que dans ce cas-ci et dans d'autres, l'art contemporain est un moyen, un espace d'expression très intéressant pour mettre en valeur ces patrimoines plutôt sensibles. On le voit à travers la peinture, la musique. Bon, il y a différents espaces, évidemment aussi au cinéma, à la réalisation de films. On voit des jeunes qui prennent différents moyens pour essayer de matérialiser ces patrimoines-là. Je connais peut-être un peu plus la question du côté des Inuits et des Atikamekw, un peu moins du côté des cris, et je me demandais justement du côté des cris et des jeunes cris si l'art contemporain était un espace d'expression privilégié pour revisiter, détourner ou recréer certains éléments du patrimoine, ce qui, selon moi, fait aussi partie de ces processus d'auto-patrimonialisation. Merci, Paul. Merci Laurent pour cette question qui mériterait une thèse en soi. Mais je n'ai pas étudié la question des arts à proprement parler, mais ton commentaire et les commentaires de Manuel aussi me fait penser que finalement, c'est vraiment, ce serait un sujet extrêmement intéressant à creuser dans le sens où on voit à quel point même ces pratiques-là, en particulier celle de la cérémonie de la tente tremblante qui connaît quand même une réputation très importante dans le milieu ethnographique et aussi au sein des Premières Nations, parce que c'est une cérémonie dont le pouvoir est très puissant, à quel point autant les relations, les savoirs, les pratiques qui sont liées évoluent, mais aussi du coup la notion d'usage et de mauvais usage, de bons usages qu'on pourrait avoir de ces savoirs et de ces pratiques-là. Aujourd'hui, en faire des adaptations artistiques, a priori, ne fait pas partie de ce qui pourrait rentrer dans un mauvais usage des relations et des savoirs et des pratiques. Peut-être que ça n'était peut-être pas le cas auparavant. Enfin, tout ce que je veux dire, c'est que tout ça évolue et que c'est extrêmement intéressant dans le sens où ça contribue à critiquer de front l'image qu'on a des cultures autochtones fixées dans le temps, qui n'évoluent pas, bloquées un peu dans le passé, et même que pour des cérémonies comme celle de la tente tremblante, qui encore une fois sont très, très importants, ça évolue et les personnes les adaptent. Donc cette capacité d'adaptation, que ce soit dans le milieu artistique ou peut-être pour d'autres, davantage pour des projets documentaires liés à la transmission des connaissances, etc., ça se fait. Donc c'est une autre manière de faire encore. La notion de faire évoluer énormément en fonction des différents enjeux et en fonction des négociations qu'ils peuvent avoir pour prendre en compte ces enjeux entre les personnes qui vont prendre les décisions par rapport à ça. Et il y a une forme de liberté aussi, j'imagine, par rapport à l'interprétation et à l'expérience personnelle que les artistes peuvent avoir par rapport à ces processus-là de création, et qui est quand même encore, de mon expérience à Wasmolpi, très valorisé.
Et c'est ce qui explique peut-être aussi pourquoi, à partir du moment où il n'y a pas eu forcément un comité pour revenir à la méthodologie de recherche, les gens m'ont clairement dit ton expérience nous intéresse, ton point de vue nous intéresse, elle fait partie de ton expérience personnelle. Et ils ne la considèrent pas non plus comme une vérité à proprement parler. Moi, je ne considère pas que ma thèse est davantage une proposition qu'une vérité à proprement parler sur le vécu que j'ai partagé avec les Inuits. Et donc là, on est dans des propositions liées à l'expérience personnelle. Et donc, il y a une certaine forme de liberté d'interprétation et d'expérience par rapport à ça. Donc, c'est ma réponse. Merci pour cette réponse. Merci. Du coup, on aimerait beaucoup voir l'œuvre en question, Kawapatak. Je crois. Est-ce qu'il faut aller au musée de la civilisation pour ça ou aller... Grâce au comment dire, on peut dire grâce, pour une fois qu'on peut dire grâce au contexte actuel, l'exposition C'est notre histoire peut être consultée en visite virtuelle. Mais de toute façon, il suffit pour voir l'œuvre en question, il suffit de chercher rapidement sur Google. Mais c'est une œuvre assez intéressante de ce point de vue-là. Je me demande d'ailleurs si dans un des opéras ou l'opéra qui avait été produit, le nom m'échappe évidemment, par cet éminent écrivain intellectuel Cri, et la tente tremblante n'apparaît pas à un moment donné. Il n'y en a pas beaucoup qui écrivent des opéras. Là, j'ai écrit chez les autochtones, le nom m'échappe. J'essaierai de trouver la référence. Comment? Thomson Highway, non? Oui, c'est ça, Thompson. Ouais. Exactement. À vérifier, mais c'est un personnage, un artiste aussi très intéressant de ce point de vue-là. Bon, on arrive à la fin du temps qui nous était alloué. On aurait aimé garder encore un peu, Paul, parce que je suis sûre qu'on est loin d'avoir fait le tour des questions. Mais on va lire en tout cas avec plaisir ce qui va découler de ton... Voilà, ce qui a découlé de toute ta recherche jusque-là et sans doute les futurs. Donc, on te remercie beaucoup. Je remercie également tous ceux et celles qui se sont connectés aujourd'hui. Ça a fait plaisir d'entendre certaines voix et de voir des noms s'afficher parce que ça fait longtemps que forcément on ne se voit pas à cause de toute cette pandémie et qu'on se voit dans des petits carrés sur un Zoom. Donc, au grand plaisir de tous se retrouver à un moment donné dans une salle, tous ensemble, entre vrais gens et pas sur écran. Mais en tout cas, un grand merci à tous.